Bon, est-ce que vous avez encore des forces pour entendre parler des brand content stratégiques? Voilà, parce que il suffit pas de faire du contenu, il faut faire du contenu qui soit stratégique. Et les 40 dernières minutes qui nous restent, on voudrait les consacrer pour vous montrer les enjeux, les conditions. Et cet atelier qui sera illustré par de nombreux exemples, je vais le faire avec Pascal Somariba, qui est le PDG de Via Alternativa, et qui, dans son parcours, a eu la chance de travailler pour des sociétés aussi différentes que Benetton, Gap, Canal+, T-Mobile ou Cherokee. Tu veux dire un petit mot? Voilà. Vas-y. Oui, bah, nous, la particularité, c'est que donc, moi, j'ai fait la moitié de ma carrière dans les médias, dans des beaux médias comme MTV, Universal, etc. L'autre moitié dans des grandes marques à l'international, donc Benetton, il y a T-Mobile, Gap, etc. Et le problème du brand content, on se l'est posé très rapidement. C'est-à-dire déjà dans les fins des années 80, suite à MTV, justement, qui utilisait plein de méthodes assez novatrices en termes de rapport avec les marques, justement. Très vite, quand je me suis retrouvé directeur marketing, j'ai donc appliqué des trucs qui, à l'époque, n'étaient pas encore imposés par le net, si j'ose dire, mais qui étaient des choses de brand content, comme Colors, chez Benetton, avec des projets qui rapportaient de l'argent, d'ailleurs, qui ne coûtaient pas de l'argent, Fabrica et plein d'autres choses qui ont été faites sur les différents clients. C'était à l'époque très novateur. C'était plus difficile à relayer parce qu'il n'y avait pas le net, hein, évidemment. Mais dans le cadre de multinationales, c'était particulièrement intéressant puisqu'on investissait sur des projets au départ et puis on pouvait avoir une économie d'échelle d'influence absolument gigantesque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que très vite, nous, on s'est intéressé au brand content stratégique. On a vu très vite, surtout avec le cas Benetton, comment, en fait, on pouvait développer dans le temps toute une série de projets qui remplissaient plusieurs objectifs de l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, si l'entreprise avait une vraie politique écologique, eh bien, en fait, indirectement, à travers des implications, par exemple, sur des projets écologiques, on disait que l'entreprise était une entreprise verte, sans avoir besoin de dire on utilise des colorants, machin truc, etc., qui n'intéressent pas tellement, finalement, le public. Donc, on a toujours, nous, vu le brand content comme quelque chose de stratégique. Et donc, j'étais très surpris quand, il y a quelques années, on a commencé à avoir des opérations, un peu des one-shots comme ça, que faisaient les agences, souvent d'ailleurs, qui finalement étaient amusants, et c'était un peu viral de temps en temps quand elles marchaient bien. Mais finalement, ça n'avait vraiment pas d'impact dans la stratégie de l'entreprise. Donc, on a vu aujourd'hui le cas Ibis, par exemple, c'était un bon exemple où l'entreprise utilise le brand content de façon stratégique. Donc là, on va faire une présentation avec Daniel, justement sur, on ne va pas s'attarder trop sur le brand content tactique, ce qu'on appelle tactique, mais vraiment sur le brand content stratégique. Vas-y, je te laisse. Voilà, alors là, vous avez des exemples de très belles opérations qui sont néanmoins des opérations de brand content tactique. Donc on peut faire des très belles opérations de brand content tactique. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y en a une qui a gagné Cannes il y a quelques années, donc Philips Clown. Lynx, c'est Axe en Australie. Ils ont carrément inventé une ligne aérienne, une fausse ligne aérienne pour jouer sur le côté un peu macho, attractif qu'on connaît de la marque. Fight for Kiss, ça a été fait en France, vous le connaissez bien, ça a eu un impact international aussi, mais ça a été un one-off quand même, un one-shot. Ça n'a pas été vraiment au cœur de la stratégie. Ils auraient pu continuer dans le temps, mais ils l'ont pas fait. Voilà. Très très belle opération sur Dama Blend. Alors on a la frontière entre le stratégique et le tactique, puisqu'on est sur le cœur de la proposition de la marque. Je ne sais pas si vous connaissez cette opération. Qui connaît cette opération ? D'accord. Voilà, c'est une opération que je trouve extrêmement intelligente, très belle, avec beaucoup de retombées. Utiliser le personnage qui coûte pas cher, mais qui a été avec celle qui coûte très cher. Enfin, ça, c'est très malin. Et voilà. Donc, mais ces opérations-là, disons, ne sont pas vraiment des opérations stratégiques. Alors, la question qu'on se pose, c'est voilà, c'est l'histoire des petits cochons, c'est-à-dire comment on fait pour atteindre la maison solide. Alors, il y a des trucs. Alors, la plupart des opérations de brand content tactique, elles sont axées sur, effectivement, quand elles marchent, donc elles sont d'abord très impactantes, généralement, et puis elles sont axées, elles sont sur la marque, donc sur le territoire de marque. Alors, pour l'impactant, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité, etc. Donc, c'est assez risqué. Hein, il y en a beaucoup qui se plantent, on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui marchent et on en parle un peu plus. Ensuite, il y a l'aspect, effectivement, de pertinence. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, parce que des fois, c'est des opportunités, mais bon, la pertinence, c'est quand même quelque chose d'important. Et l'importance par rapport notamment au développement de la marque ou au territoire de la marque. Et puis, quand on passe déjà sur une phase plus stratégique, il faut se poser la question de en quoi l'opération finalement contribue, en quoi elle est contributrice à la construction du territoire de la marque ou, puisque vous avez fait une présentation sur la brand culture, j'imagine. Oui. Oui, voilà. Donc, à la construction de la brand culture.
Et puis on arrive au dernier point qui est vraiment important, qui est souvent pas pensé dans les opérations de brand content, c'est en quoi elle crée réellement du business. Parce qu'on a toujours parlé du brand content comme don, etc. Mais quand il est stratégique, il est au cœur du business. Il doit créer du business. Pour justifier, par exemple, son investissement, qui du coup devient bien plus important dans le temps. Et puis, il y a un commitment dans le temps, parce que sinon on ne fait pas de la stratégie, on ne peut pas s'impliquer. Alors ça, c'est délicat, l'histoire du temps, parce que quand on connaît le turnover moyen des CEO dans les grandes multinationales, c'est 3 ans. Et le turnover des CMO, donc directeurs marketing dans les multinationales, en phase notamment de changement, ce qui arrive tous les 2-3 ans en général en moyenne, c'est 11 mois. Donc vous voyez la difficulté de développer des opérations dans le temps. Ça veut dire que ça va être au cœur de la stratégie de l'entreprise, parce que sinon, vous ne ferez que du brand content heuristique. Alors de quoi on parle en fait? On parle que dans le système traditionnel, donc la marque est un agent commercial, et donc elle axe toute sa communication sur les messages publicitaires. Puis, il y a toutes sortes de publications, disons, qui servent à étendre la relation commerciale. Ça va des guides d'utilisateurs, tout ce qu'on peut imaginer autour, qui sont pas toujours considérés comme du brand content, mais qui sont effectivement de la production éditoriale de marque. Il y a aussi tout ce que faisait l'ERP, l'institutionnel, etc. Ensuite, on a tous les cas qu'on a vus précédemment, donc les cas de production de brand content occasionnel, heuristique, opportuniste, etc. Et on est dans le tactique. Alors, on remplit des fonctions tactiques, rajeunissement, etc. Et puis, on arrive à un stade plus élevé. Et généralement, c'est assez chronologique ce qu'on dit là. Hein. Généralement, les gens essaient un truc et puis après, ils disent « Ah, tiens, peut-être qu'on pourrait creuser ce sillon, c'est intéressant. » Donc, il y a un learning curve qui est très important. Et ensuite, on a des stratégies donc axées et ancrées sur la stratégie culturo-éditoriale dans le temps. Et là, on commence dans le domaine stratégique, et là, on se pose effectivement toutes les questions clés, comme quelle est notre positionnement éditorial, quelle est la relation entre les différentes opérations, quels sont les territoires qu'on veut creuser, etc., etc., quelle est notre façon, notre mode expressif, etc. Et là, on en rentre dans un domaine où la marque n'est plus agent commercial, dans cette partie-là, mais elle est un agent commercial, bien sûr, mais elle est aussi un agent culturel. J'imagine que, Daniel, tu l'as bien développé dans la présentation sur la brand culture. Voilà. Et c'est un des éléments qui permet d'accélérer les problématiques d'adaptation et d'innovation des entreprises. Alors, Daniel, tu veux peut-être prendre aussi, parce que c'était parti aussi. Alors, pour simplifier un petit peu, parce qu'il y a bien sûr des cas, et chaque cas est unique, mais quand même pas tant que ça, plus on rentre dans le brand content stratégique, plus on est dans l'inscription culturelle, et plus on est dans la viabilité économique. Alors, il y a plusieurs dimensions et le brand content stratégique, c'est vraiment un sujet complexe qu'on va traiter à travers un bouquin qu'on va coécrire avec Pascal, qu'on est en train de coécrire avec Pascal depuis 6 mois. Et dans ce sujet du brand content stratégique, il y a plusieurs concepts. J'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais il y en a un qui est quelque chose qu'on peut appeler le pool. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin. L'auteur de ce bouquin, il dit que le patron d'une entreprise n'est pas là uniquement pour faire des bénéfices, il est là avant tout pour donner du sens. Et une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui arrive à animer son réseau d'acteurs, son écosystème, qui arrive à attirer ses talents, à mobiliser ses talents internes. Et tout ça, ça se fait par de la passion et souvent du contenu. Donc, si on veut être dans une logique pool, c'est que on veut donner du sens et c'est aussi qu'on veut avoir une influence sur son système. Vous avez là un... Oui, alors, ce qui est intéressant dans ce schéma, qui est un schéma en production, c'est-à-dire on n'est pas sûr des positionnements exacts des différentes choses, mais c'est souvent le cas quand on fait des mappings. Enfin, à un moment donné, on fait une photo, mais en réalité, on n'est pas sûr exactement des positions, c'est pas très grave. Donc, on voit que ce qui est intéressant, les marques ont tendance à être très, très malines, très, très intelligentes sur leurs consommateurs et leurs prospects. Et de plus en plus, si j'ose dire. Ce qui est tout à fait intéressant, et on a vu le cas dans Ibis, là où elle dit, tiens, finalement, on a eu des gens qu'on ne contacte jamais, c'est qu'il y a énormément de typologies, finalement, de cibles qui n'existaient pas vraiment avant, enfin, qui en tout cas n'intéressaient pas vraiment les entreprises, qui d'un seul coup deviennent assez vitales, parce qu'elles peuvent d'abord nuire beaucoup, mais elles peuvent aussi aider beaucoup l'entreprise. Et donc ça implique des vraies stratégies éditoriales, comme le peuvent faire les médias, qui ont toutes sortes de cibles différentes, directes et indirectes,
Et ça change un petit peu le paradigme de l'entreprise. Donc là, on a pris quelques-uns, mais qui sont intéressants. Bien sûr, il y a les consommateurs, les prospects, bon, ça on connaissait. Il y a les fans de la marque. Alors, ils s'expriment de différentes façons. Ça peut être soit déclaré ou pas. Hein. Vous ne les avez pas forcément dans votre base. Hein. Il y a les passionnés du secteur. Ils ne sont pas directement liés à votre marque, mais ils peuvent être influents et donc ils ont de l'influence. Il y a des trendsetters, des super blogueurs, etc., que les médias ont déjà accaparé depuis un bout de temps, et les marques aussi. Les médias, bien sûr, les experts non professionnels, du monde plutôt académique, etc., mais qui ont de plus en plus de vocalité aujourd'hui dans les réseaux, donc c'est important. Il y a une catégorie qui n'est pas là, qui est considérée comme la catégorie essentielle de l'innovation, qui sont les ProAms. Je vous conseille de regarder sur TED une magnifique présentation au sujet des ProAms et de l'innovation, c'est absolument génial. Et puis après, il y a les professionnels du secteur, les partenaires, les concurrents, la distribution, puis les collaborateurs, qu'on ne peut jamais négliger, bien sûr, etc. Donc il faut se poser la question de quel type de discours pour les différents types de cibles. Et c'est vrai qu'il y a une complexité dans ce travail. Si je peux faire un témoignage sur cette problématique des cibles et de l'influence, nous chez Calicanti, en tant qu'institut d'études, on est amené à beaucoup prendre la parole dans la profession. Et des cibles qu'on a particulièrement en tête, c'est nos concurrents. Parce qu'on pense que si on a une bonne image chez nos concurrents, d'abord, c'est important parce que c'est les plus grands véhicules médiateurs, que souvent chez nos concurrents, il y a des collaborateurs qui vont devenir potentiellement des clients, que c'est souvent ceux qui sont les plus avisés sur certains sujets comme les méthodologies, qui sont les plus critiques et les plus à même. Donc la réputation chez les concurrents, vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un message commercial, mais qu'on peut faire en délivrant du contenu. Bon, même chose sur les étudiants. Moi, malheureusement, j'ai presque 5 fois par semaine des étudiants qui me demandent à m'interviewer sur le brand content, donc je suis obligé de leur dire non, parce que sinon j'y passerai ma vie. Mais je sais que cette demande, et je les alimente avec des livres blancs, cette demande, c'est l'influence du futur. Donc, il y a plein de cibles qu'on a tendance à méconnaître quand on est uniquement dans une logique commerciale, où on dit le ROI, c'est le fait de vendre. Si le ROI, c'est le fait d'être influent, ça change tout. Et avec Pascal, on a développé une théorie qui est de dire que, en fait, il y a deux marchés. Il y a un marché des biens et des services, qui est assez classique. On vend des prestations. Et à côté de ça, il y a une sphère qu'on peut appeler culturelle, éducative, entertainment, ou qui est un théâtre d'influence. Et que dans cette sphère, les entreprises ont vocation à cohabiter avec toutes sortes d'acteurs. Et l'enjeu là, sur cette deuxième marché, qui est le marché de l'influence, c'est d'être la référence, de capter de la part d'attention, d'être agent culturel au sens de faire passer des concepts comme on est en train de le faire passer aujourd'hui, qui deviennent ensuite des grilles d'analyse pour les personnes à qui vous les faites passer. Donc voilà, il y a tout un enjeu de ce théâtre d'influence qui est aujourd'hui négligé parce que quand on parle de ROI, on est encore une fois trop focalisé sur la dimension économique. Les entreprises ne sont pas là que pour de l'économique au sens monétaire, financier, commercial. Elles sont là pour s'inscrire dans la durée, pour avoir une réalité sociale, pour une réalité culturelle, une réalité symbolique. J'ai un exemple assez amusant de cela, d'ailleurs, ce que je peux dire, parce qu'il s'agissait de milliards. À l'époque de Benetton, les franchisés allemands avaient attaqué l'entreprise en disant que nos campagnes détruisaient leur business. Et ils attaquaient l'entreprise pour 5 milliards, à l'époque c'était 5 milliards de Deutschmark. Et en fait, on a gagné le procès à travers les influenceurs des associations, des ONG, même des ministres allemands, etc., qui ont en fait défendu la position de l'entreprise par rapport au thème dont elle parlait, en disant que c'était finalement les franchisés qui n'avaient pas su transformer le potentiel d'irradiation et d'influence de l'entreprise en business. Donc c'est un cas concret. Donc voilà. 5 milliards. Alors, le brand stratégique, il impose une stratégie éditoriale, finalement, qui tienne compte des types et formes de discours et des nombreuses cibles, on l'a vu avant, et optimise les opportunités internes et externes. Alors, il y a une chose qui est importante. Pourquoi, avant, il y avait très peu de marques qui faisaient finalement du brand content et encore moins du brand content stratégique, et aujourd'hui, il y en a énormément. C'est parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, notamment quand on tape un nom de marque sur Google, avec le meilleur et le pire de l'entreprise. Là, je me suis amusé, j'avais fait quelques mois sur, je crois que c'était Louis Vuitton, et on avait, donc c'est Christian Dior, on avait le jeune Yanneo qui se fait virer,
et en même temps, tout ce que l'entreprise essaie de contrôler, c'est-à-dire le site officiel, blablabla, le fondateur, etc. Et puis, on a tous les trucs pourris qui se retrouvent là aussi, et dans plusieurs discours. Donc, ça veut dire que si on n'arrive pas à créer une unité systémique dans nos typologies de discours, et pas ceux qu'on contrôle et ceux qu'on ne contrôle pas, eh bien, on se retrouve finalement exposé. Alors, on a 36 000 exemples aujourd'hui d'entreprises qui se font massacrer par des choses qui semblent bénignes, qui vont de la façon dont ils ont traité un stagiaire, en passant par la façon dont ils ont viré quelqu'un, en passant par leur sourcing de produits non éthiques quelque part, alors qu'ils faisaient une campagne verte. Enfin, il y a toutes sortes d'exemples aujourd'hui. Vous savez, US Airlines qui breaks guitars, vous connaissez ces histoires-là. Il y a un vrai problème aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'unité systémique des entreprises, et le brand content oblige quelque part l'entreprise à s'imaginer de façon holistique, comme unitaire. Et donc ça, c'est intéressant comme puissance, disons, impulsatrice quelque part du brand content stratégique dans la stratégie de l'entreprise. Alors donc, on a tous ces discours qui viennent se juxtaposer. Alors dans le site, qui est alors là un élément typiquement contrôlé de densité sémantique, on a disons tout le discours contrôlé, et puis il y a bien sûr tout le discours non contrôlé, qui s'appelle l'hypertexte, qui est soit l'interface entre le discours contrôlé de l'entreprise et des gens extérieurs, soit des gens extérieurs qui initient des discours que l'entreprise ne suit pas. Donc juste en termes de pression des textes, donc quand on fait du brand content ou d'autres choses dans l'entreprise, donc le discours de performance du texte lui-même, le discours de performance de l'intégration de ce texte dans la logique de l'entreprise, ça semble évident, mais comme c'est fait par des départements et des decision makers différents, en fait, c'est très difficile, surtout quand vous êtes une multinationale, entre le responsable de com d'un pays et le responsable marketing ou la personne de la promo d'un autre pays, pour créer une cohérence de texte extrêmement difficile, en fait. Et les gens ne le font pas, d'ailleurs. Et enfin, le troisième élément, qui est donc l'ensemble des textes et... quand on produit un texte, on a pensé aussi justement à cette extériorité. Alors on pense souvent à la viralité des textes, etc. Mais il y a aussi donc tout ce qu'on appelle la wikiabilité du texte qu'il faut intégrer dans la pression du texte. Alors, merci, non, c'est plutôt ça. Toujours pour le succès d'un brand content stratégique, il y a 3 critères qu'il ne faut jamais oublier qui font la réussite d'un contenu. Il y a sa qualité éditoriale, il y a son association à la marque et il y a sa visibilité. Alors, si je les déroule rapidement, je dirais qu'en ce qui concerne la performance éditoriale, il faut viser non pas la simple satisfaction, mais vraiment l'enthousiasme du public. Il faut viser la haute satisfaction. En matière de contenu, on est dans un domaine culturel. Et dans le culturel, ce qu'on sait, c'est que les films dont on parle, c'est pas ceux qu'on a trouvés sympas, c'est ceux qu'on a vraiment adorés. Et donc, il faut vraiment viser la haute satisfaction du public. Il y a un autre point qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle saturation de contenu, et cette saturation ne va faire qu'augmenter, puisqu'il va y avoir de plus en plus de contenu gratuit, et que les entreprises qui vont créer du contenu, ça va faire une compétition de temps passé qui va être énorme. Et donc, l'enjeu, c'est d'en donner pour son temps. C'est pas de faire du contenu pour du contenu, c'est d'optimiser le rapport qualité-temps. C'est que de me dire, si je suis prêt à consacrer 5 minutes à ce contenu, je veux en avoir pour mon temps. Et d'adapter la durée des contenus autant que les personnes sont prêtes à consacrer. Il y a un autre moyen d'évaluer la performance éditoriale, c'est de vérifier, de vendre ce contenu, et donc de se frotter à la valeur marchande. C'est-à-dire, est-ce que le contenu, est-ce que les gens seraient prêts à payer pour consulter ce contenu? Alors, le deuxième thème pour un succès en brand content stratégique, c'est le fait que le contenu, il soit relié à la marque. Parce que le contenu, il peut être ultra performant, il peut plaire énormément. Si on ne l'associe pas à la marque, c'est un peu raté. Et on l'a vu, la question a été abordée avec Ibis, de quelle manière on associe la marque. Et en fait, c'est un sujet en soi extrêmement compliqué, mais on s'aperçoit qu'il y a plusieurs choses qui contribuent à associer fortement un contenu à une marque. Il y a l'implication, il y a la masse critique, il y a l'articulation et il y a l'adéquation. Alors, je vous propose de l'évoquer à travers des exemples. Mais... Juste une chose là-dessus, c'est très important, parce que vous l'avez évoqué sur Ibis. Il y a quand même une forte tendance dans le marketing aujourd'hui à ce qu'on appelle the quiet brand. Et The Quiet Brand, ce qui est fantastique, c'est que ça oblige les marketeurs à penser la marque, non pas en forme un peu vulgaire, disons, de répétition, de couleurs vives, etc., mais vraiment d'unicité, c'est-à-dire vraiment de différenciation, non pas en tant que marque, mais alors en tant qu'éditeur, en tant que producteur de contenu,
textuels ou autres. Et donc, ça oblige finalement à ce que font les médias, plus ou moins bien d'ailleurs, parce qu'ils ne contrôlent pas souvent leur contenu, on oublie de le dire. Les marques, elles ont la possibilité de ce grand privilège, quand même, de ne pas être obligées d'être 24 heures sur 24, 7 heures sur 7. Donc, elles peuvent faire des contenus beaucoup plus événementiels. Et donc, pour ne pas avoir besoin de faire du branding parce qu'on est vraiment unique dans la façon dont on produit les choses. Je donne l'exemple, les campagnes Benetton n'ont pas besoin d'être signées. Les ONG nous demandaient de ne pas les signer parce qu'on n'avait pas besoin, en fait. Voilà, donc parce que quand vous créez un vrai style, une vraie façon des vrais territoires de communication et une vraie façon de vous exprimer, vous n'avez plus besoin de faire du branding. C'est un point vraiment important. Et on voit que Starbucks, par exemple, est à la pointe de cela aux États-Unis aujourd'hui. Souvent, ils ne brandent plus du tout les Starbucks, d'ailleurs. Alors, je continue sur cette question de l'association contenu-marque. Il y a un point qu'on a développé avec Pascal il y a déjà quelques années, qui est la notion de générativité. Enfin, c'est Pascal qui est à l'origine de cette idée. Le contenu doit être génératif. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de Brand Entertainment qui me semble le plus abouti depuis 5 ans dans le monde. C'est le cas de Yes Virginia. Yes Virginia, donc a été développé aux États-Unis. C'est un petit conte de Noël, une fille qui s'appelle Virginie, qui demande au Daily Sun, le journal de New York, est-ce que le Père Noël existe ? Et le journal lui répond en couverture du Daily Sun, Yes Virginia. Et bon, c'est très important pour elle, pour son père, parce que son père ne croyant qu'au journal, ça lui permettait de lui prouver que c'était bien ça. Bon, et donc, ce petit conte de Noël a été réapproprié par Macy's. Macy's, c'est le printemps américain, qui l'a diffusé sur CBS il y a maintenant 4 ou 5 ans. Macy's était très discret dans la signature de l'émission sur CBS. Hein, c'est un dessin animé qu'ils ont produit en 8 mois, mais c'était marqué en tout petit. Simplement, cette série, enfin ce one-shot, a été le point de départ pour plein de choses. Ils ont fait des vitrines de Noël. Ils ont fait un événement en magasin où les enfants étaient incités à déposer leurs lettres au Père Noël dans des boîtes aux lettres spécialisées, etc., etc. 4 ou 5 ans plus tard, Virginie est devenue l'icône, pas simplement des fêtes de Noël, mais de toutes les fêtes pour Macy's. C'est devenu le symbole de la dimension un peu magique. Magic of Macy's, hein, c'est la signature, donc la dimension merveilleuse. On n'est pas dans la promo de Noël avec les soldes, on est là pour faire rêver. Ils ont réussi, avec Yes Virginia, à s'approprier l'imaginaire de Noël, le côté miraculeux des fêtes de Noël. Donc vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Et ça continue. Là, ils viennent de faire une comédie musicale. Ils ont laissé les droits à toutes les écoles. Enfin, donc il y a la dimension générative. C'est-à-dire qu'un bon content, et si on le compare à Fight for Kisses, qui était un très beau coup, mais un coup d'épée dans l'eau. Parce que depuis 5 ans, qu'est-ce qu'a fait Wilkinson de Fight for Kisses ? Rien. Même on peut dire qu'aujourd'hui, leur communication publicitaire est aux antipodes, puisque avec cette histoire de la fraîcheur de l'eau sur la peau, on a totalement féminisé l'homme Wilkinson, et donc on n'a plus rien à voir. Donc comprenez bien que le caractère stratégique de la durée, c'est pas juste oui, on a la durée. C'est vrai que caisse d'épargne, ça fait 3 ans, peut-être qu'ils en font 5 ans, peut-être qu'ils en font 7 ans. C'est le caractère génératif. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur le génératif ? Parce que tu l'as très bien décrit. Bon, je crois qu'on comprend très bien. Ok. Alors, la deuxième autre critère pour bien associer une marque à un contenu, c'est l'implication. Et c'est le fait qu'on sente, que le consommateur sent, ou le spectateur, il sent que la marque, elle n'est pas venue là par hasard. Ils n'ont pas décidé de mettre le lit en haut des montagnes parce qu'ils trouvaient ça cool pour faire du buzz. Non, ils croient tellement à leurs produits qu'on sent l'engagement. Donc, si on prend le cas de Leclerc et le pouvoir d'achat, Michel-Édouard Leclerc, il a lancé un blog il y a 7 ans. Et bien ce blog, il continue d'exister. Il continue à l'alimenter. Et tout ce qu'ils font, les comparateurs de prix, etc., tout est lié au pouvoir d'achat. Donc au bout d'un moment, on se dit... Pour Leclerc, c'est pas de la rigolade le pouvoir d'achat, c'est vraiment quelque chose qui compte. Et ça crée du lien, ça crée de l'association. Après, il y a la masse critique. C'est-à-dire que si vous avez, encore une fois, un contenu isolé, genre Fight for Kisses, ça va pas. Si vous avez, comme Red Bull, une multitude d'initiatives qui sont toutes différentes, mais en même temps toutes reliées par la même notion d'accélération, la même notion de caractère primaire, cette notion de la même stylistique sur la manière de filmer, c'est ça qui fait que on se dit ah oui, Red Bull, ils ont vraiment comme territoire
les sports extrêmes et les cultures urbaines. Et je voulais rajouter quelque chose quand même, parce que le Red Bull, l'engagement, donc il est total, on connaît, ils sponsorisent, ils développent même des nouveaux sports, ils ont la licence internationale de certains sports, donc ça devient une source de revenus aussi d'ailleurs, c'est très malin chez Red Bull. Ils se font payer par les villes pour faire leurs événements, faut pas l'oublier quand même, parfois 2 millions, 3 millions d'euros par événement, c'est quand même pas rien. Donc ils ont un business model comme fantastique, ils pourraient à terme, on peut imaginer, faire 10 trucs dans 10 villes différentes constamment, à coût zéro, c'est quand même pas mal. Donc la communication devient source de revenus, c'est quelque chose que certaines marques commencent à intégrer, c'est quelque chose que les médias avaient compris depuis longtemps avec le concept de other people's money. Hein. Et donc là, c'est vraiment les marques qui deviennent des médias, qui comprennent qu'en faisant des choses dignes de valeur, dignes d'intérêt, elles peuvent trouver d'autres partenaires qui finalement vont payer leur propre communication. Donc ça, c'est vraiment le renversement du système quand même. Oui, parce que Red Bull, il y a eu 3 étapes. Il y a une première étape où ils payaient Eurosport pour que les contenus soient diffusés. Il y a une deuxième étape où ils donnaient leur contenu à Eurosport. Aujourd'hui, ils les vendent. Donc, on voit que le business model du brand content, c'est clé. Oui, alors Louis Vuitton est quand même comme tout le monde la connaissait bien, mais en fait, ce qu'on connaît parfois pas aussi bien, c'est qu'il y a vraiment une continuité intéressante. J'espère qu'elle ne va pas s'interrompre maintenant. Mais en tout cas, il y a, autour du concept de Art of Travel, en fait, ils ont développé toutes sortes de typologies de contenu. Ça, c'était très intelligent. Donc, ça allait presque du documentaire, de l'interview de personnes qui avaient une life journey tout à fait particulière, en passant par la pub qui aussi décrivait l'art of travel, en passant par des films avec des grands réalisateurs, en passant par des microfilms, en passant par des collaborations comme Murakami, par exemple, qui se retrouvaient aussi dans les magasins, dans le produit même. Vous savez, le patron de Swatch disait toujours, moi je vends des montres noires et blanches, je fais des montres de couleur pour vendre mes montres noires et blanches. Et dans la mode, c'est extrêmement vrai aussi. Et c'est vrai chez Louis Vuitton, et leur sac classique, il se vend mieux quand il y a des choses plus intéressantes, plus modernes autour. Donc c'est d'autres façons aussi de recréer de l'attractivité sur le produit, tout en restant fidèle à ses produits traditionnels. On voit, alors là, le ROI, il est direct, c'est-à-dire qu'on vend des produits directement à travers ces collaborations artistiques, on crée des vitrines, on crée des sales concepts, on crée de la communication, en plus en profitant des réseaux et des fan clubs de Murakami dans le monde entier, surtout en Asie où le consommateur est plus jeune. Enfin, tout ça est éminemment stratégique quand même. Et on voit bien que Louis Vuitton a intégré complètement la notion de brand content stratégique. Alors, il y a un autre point qui fait qu'on associe le contenu à la marque, c'est l'articulation aux autres modes d'expression. On a vu que dans le cas de Ibis, on relie le lit au contenu, mais on a vu aussi tout à l'heure, dans le cas de la caisse d'épargne, qu'il reliait à la fois le réseau de vente, qui servait comme moyen de vendre les billets, il reliait des tas de choses de la réalité de la caisse d'épargne au contenu. Et cet exemple-là, 7 Days in Havana, donc c'est un long métrage associé à Havana Club, ils n'ont pas juste mis leur logo sur le film qui a été diffusé en salle, ils ont également publié un livre dont la couverture est une boîte fabriquée à partir des cartons d'Havana Club. Ils ont fait des affiches, ils ont fait des bouteilles avec les couleurs de chacun des courts-métrages du film. Enfin, vous voyez comment on peut, avec le contenu, tisser des liens avec les différentes facettes. Je ne sais pas si à l'intérieur des Ibis, il y aura une vidéoprojection des films, et j'imagine, voilà. Et il y a plein d'éléments comme ça. Une fois qu'on a le contenu, on le fait circuler, et plus on le fait circuler, plus le lien est fort. Oui. Rappelons juste quand même que sur Havana, il y a un double ROI, parce qu'il y a aussi le gouvernement cubain qui a 50% pratiquement des actions avec Pernod Ricard de cette marque-là, qui donc bénéficie directement évidemment des retombées de la promotion de la Havane. Alors la visibilité, c'est un vaste sujet. Il est clair que le contenu, il faut d'abord qu'il soit exceptionnel, ensuite il faut qu'il soit associé à la marque, et puis à la fin, il faut qu'il soit vu. Donc, moi, je voudrais insister seulement sur un point concernant la visibilité, c'est un concept qu'on peut appeler le concept de réceptivité, contexte de réceptivité. C'est-à-dire que le problème, c'est d'arriver à inscrire les contenus dans des moments où les gens sont disponibles pour les voir. Je ne sais pas, par exemple, vous venez d'avoir un dégât des eaux, votre assureur vous envoie un PDF avec tout savoir sur le dégât des eaux. Là, vous voyez, vous êtes en pleine réceptivité. Donc, je vous ai mis cet exemple parce qu'il est assez exceptionnel dans le point de vue, parce que, en fait, Pampers, Procter récupère les coordonnées des garçons et des filles quand ils sont des bébés, et donc il calcule juste le temps qu'il faut
pour envoyer à la jeune fille qui va bientôt avoir ses règles la petite enveloppe avec le contenu pour la mère, le contenu pour la fille et l'échantillon à mettre dans ton sac au cas où. Donc, vous voyez le calcul extrêmement subtil de l'envoi du contenu par rapport à une nouvelle vie qui s'annonce pour la jeune fille. Donc, et bonne utilisation de Big Data. Oui. Oui. Qui peut être dérangeante parfois. Bon. Non, je vais te laisser parler de la poule. Oui, alors ça c'est très long à décrire cette slide, donc je vais aller vite. Non, mais l'idée c'est de dire que voilà qu'il y a un contexte qui n'est pas simplement favorable au brand content, mais qui le rend indispensable. C'est-à-dire que si on regarde l'environnement média, donc segmentation, n'importe quel type de support à tout moment, les pressions sur ce type de communication, c'est-à-dire les besoins de plus grande transparence, d'un style plus horizontal avec les interlocuteurs, qu'on nous voit souvent dans les médias, les formes de communication. On a bien vu qu'une des raisons pour que le fait quelque chose qui est un peu comme du scripted reality quand même, c'est aussi parce que les chaînes font du scripted reality maintenant et plus du vrai documentaire. Donc il n'y a plus de vraie différence. Donc vous êtes aussi légitime sur le scripted reality que les chaînes, puisque c'est pas tout à fait de la réalité quand même. Donc voilà. Donc on voit bien ce genre de problématique. Le social, donc notamment, même si ça se révèle pas toujours dans les actes de consommation, mais quand même dans les préoccupations, donc tout ce qui est de l'ordre de l'éthique et du social, le New Clever Consuming, le Mastiff, ces choses-là. Et puis, tous les problèmes d'attractivité, donc le pull, comme on a parlé, Daniel, au lieu du push, la proximité, le fait que les gens veulent plus de proximité. Alors, ça peut être proximité virtuelle, hein, si on est sur un même centre d'intérêt à l'autre bout du monde, on est en proximité. Donc, le changement de la notion même de proximité. Les phénomènes de transparence, donc qui touchent énormément les entreprises, en particulier, les médias aussi, mais surtout les entreprises. Et qui aujourd'hui donc sont devenus un must, et les principes d'interactivité, comme vous avez essayé de le faire sur votre plateforme, d'où c'est pas la même expérience que YouTube, etc. Donc tous ces phénomènes-là font que le nouvel environnement impose des exigences nouvelles, et on peut dire que le marketing 3.0, c'est devenir des marques sociales porteuses de sens, qu'avait un peu décrit Daniel. C'est vraiment l'attente aujourd'hui pour les marques, et ce qu'on appelle le purpose-driven social brand en anglais, et c'est vrai que c'est impossible sans brand content. C'est juste impossible. Alors maintenant, pour cette dernière partie, on propose de prendre des cas que nous, on considère comme des cas stratégiques. Et les cas stratégiques, ce n'est pas forcément des cas qui sont exceptionnels sur un plan de la technique ou du coût. Alors, je voudrais commencer volontairement par des cas un peu minimalistes, ou en tout cas des cas faciles à exécuter, qui sont les observatoires. Les observatoires, là, je vous en ai mis 6 ou 7 en visuel. C'est le fait qu'une marque décide de prendre un sujet. Alors, on va prendre le cas Vision Impact Institute. C'est Essilor qui a décidé de faire un observatoire des problèmes de vue dans le monde. C'est à la fois savoir que chez les Chinois, les problèmes de vue, ils commencent à 25 ans parce que comme ils regardent beaucoup trop leur tablette avec la lumière, etc., c'est le fait d'avoir des experts, des médecins, etc. Mais on peut prendre HSBC a un observatoire des expats. Donc, etc., etc. Là, on a Nivea qui a un observatoire sur le corps à pôle. EDF a un observatoire sur l'énergie. C'est quelque chose d'assez évident. Et il se trouve que nous, chez Calicanti, on a eu l'occasion de développer un observatoire avec BETC Digital pour ce qui est la partie technique et créative, qui est l'observatoire Idées locales. Idées locales, c'est quelque chose qu'on a fait avec Page Jaune. Et l'idée de base, je vais vous la résumer, c'est les points de vente ont besoin de se réenchanter. Et justement, tout à l'heure, on évoquait le risque d'avoir un territoire éditorial où on serait tenté de dire des choses problématiques. Si Page Jaune avait choisi de parler du digital et des marques, c'était tout à fait possible comme sujet et c'était envisagé. Très rapidement, il eût fallu parler de Google Maps, de Facebook, de toute une série de médias qui sont quand même, bon an mal an, plus ou moins concurrents de Page Jaune. Donc, en choisissant un territoire qui est la retail renaissance, c'est-à-dire le réenchantement des commerces, il n'y a pas de risque que Page Jaune se tire une balle dans le pied ou s'autocensure. Donc,
ce territoire de la Rethel Renaissance, il est totalement pertinent pour Page Jaune. Parce que, si vous voulez, au départ, Page Jaune, certes, c'était un annuaire avec une base de données, mais demain, Mappy, c'est une carte vivante, ça va être des vidéos, des photos, ça va être l'expression culturelle de tous ces acteurs de France et de Navarre qui vont mettre en valeur leurs atouts, leur univers. Et donc, c'est logique de stimuler, de favoriser ces gens. Et avec Retail Renaissance, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout simplement recensé les plus belles initiatives dont les hôtels, restaurants, magasins de tout genre, musées, etc., etc. Et ça a permis de mettre en évidence plein de tendances. Aujourd'hui, on a une masse critique suffisante pour, s'il y avait besoin de faire un exposé de 1 heure auprès de boulangers sur c'est quoi la boulangerie du futur, c'est quoi les sites internet de boulangerie. Vous comprenez que à partir d'un sujet tout simple, un observatoire, on peut développer une vraie visibilité, et en plus avec un contenu génératif, permanent, puisqu'il faut entretenir la base de données, puisque plus on avance dans la base de données, plus on peut la spécifier. Et vous comprenez aussi pourquoi une société d'études comme Calicanti, qui au départ est quand même avant tout un institut d'études, trouve un intérêt à accompagner des marques dans leur politique de contenu dès lors qu'il y a une dimension laboratoire de recherche derrière. Donc on avait fait la même chose 2 ans plus tôt avec Au Féminin. Pour Au Féminin, on a créé Womenology. Womenology, c'était le laboratoire de recherche sur le marketing des femmes. Bientôt, ça donnera lieu à un bouquin. Pour Page Jaune, on espère que rapidement, il y aura un événement, un trophée, où on récompensera les meilleurs lieux de restaurants, les meilleurs hôtels, les meilleurs sites de ceci. Il y a vraiment matière à faire quelque chose de puissant. Enfin voilà, vous voyez, vous comprenez que avec des choses qui sont des budgets de moins de 100 000 euros par an, vous pouvez prendre position sur un territoire de manière assez importante et avec une masse critique. C'est intéressant parce que quand on dit que les marques deviennent des médias et les médias deviennent des marques, c'est vrai aujourd'hui, pratiquement tous les médias par lesquels on travaille, on leur recommande de faire un observatoire de ce type-là. Pourquoi ? Parce que ça leur permet d'être bien meilleurs dans ce qu'elles font déjà. On l'a fait notamment chez Lagardère sur les chaînes d'enfants. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque de connaissances incroyable chez les enfants. Vous avez plein de chaînes d'enfants, c'était absurde. Donc un observatoire de l'enfance, ça permet aussi évidemment pour eux de mieux se commercialiser après auprès de leurs annonceurs. Donc là aussi une fonction B2B. Donc améliorer leur propre activité et en même temps mieux la commercialiser. Les médias ont toujours fait un peu de recherche sur leur cible, mais c'était souvent sous forme de one-shot. Et là, ce que nous, on préconise, c'est un observatoire permanent, donc dans la durée et avec une capitalisation. Parce que c'est l'autre point qu'on avait évoqué au moment de la générativité, c'est la constitution d'une library. C'est-à-dire que la marque, elle capitalise les contenus qu'elle a accumulés. Et avec Page Jaune, ça va faire maintenant 4 ans et demi, que j'ai la chance de faire le tour du monde pour pouvoir aller dans toutes les villes et photographier les magasins les plus innovants. Je peux vous dire que c'est vraiment très agréable et très intéressant. En tout cas, ce que j'ai photographié depuis 4 ou 5 ans, ça se capitalise. Aujourd'hui, on a de quoi de faire des livres blancs. Demain, on pourra faire des conférences, des films. Pourquoi pas, j'en rêve, une émission de télévision sur le shopping. Parce que je peux vous assurer que le shopping, quand on le regarde sous toutes ses dimensions, il nous fournit la matière pour du contenu grand public. Alors, des exemples de brand content stratégique, il y en a tout plein. Vous savez que le plus ancien exemple de brand content, c'est The Furrow. The Furrow, c'est donc la marque de tracteur John Deere, qui a décidé, il y a plus de 150 ans, de faire le magazine des fermiers aux États-Unis. Et qu'ils continuent à faire ce magazine parce que les fermiers ont toujours besoin qu'on les alimente sur l'actualité. Et donc, c'est clairement très stratégique. Bon, on peut citer Seb comme étant un bel exemple de contenu de marque déjà ancien. Je vais laisser la parole pour la croisière jaune à Pascal. Oui. Bon, enfin, tout le monde connaît cet exemple-là, mais j'aime bien le comparer par rapport à Red Bull, parce qu'en fait, pour l'époque, c'est à peu près l'équivalent en termes d'impact, sauf qu'il faut savoir que la croisière jaune, pendant des mois et des mois à l'époque, au cinéma, dans la presse, etc., les gens ne parlaient que de ça, c'était vraiment une aventure incroyable, dimension scientifique, dimension humaine, dimension aventure, etc. Donc,
beaucoup plus pertinente encore pour la marque que proportionnellement que Red Bull, puisque là, on touchait au cœur de l'expertise de la marque, c'est-à-dire son avancée technologique. Pas oublier que c'est les suspensions Citroën qu'on servi chez Mercedes après, etc. Donc c'était éminemment stratégique, éminemment médiatisé. Il faut savoir qu'il y avait des équipes de cinéma et des écrivains qui accompagnaient la Croisière jaune, ça on le sait moins souvent. Donc c'était une opération de communication, en fait. Oui, parce que sur les 7 chedillettes qui ont traversé la Chine, enfin l'Asie, il y en avait 2 qui étaient équipées de caméras. Et d'ailleurs, cette opération est contemporaine de la caméra mobile. C'était une des premières fois qu'on arrivait à utiliser une caméra enregistrée. Et quand on regarde de près l'histoire des médias, on s'aperçoit que l'histoire des médias est totalement imbriquée avec l'histoire de la technologie. Il faut savoir que les Américains n'auraient pas organisé débarquement sur la Lune s'il n'y avait pas eu les télévisions pour filmer en direct l'alunissage. Et que Red Bull n'aurait pas sauté de si haut s'il n'avait pas pu mettre les caméras qu'il faut. Et ce qui est le plus fou, c'est que même la conquête spatiale est le résultat, je peux résumer en 2 secondes, un film de Fritz Lang qui a été fait, qui s'appelle La femme et la lune. Il faut savoir que l'équipe de publicitaires qui était chargée de filmer une fusée qui décollait pour promouvoir ce film, cette équipe de publicitaires a par la suite été recrutée par les Américains pour créer la fameuse fusée. Et donc on voit le lien extrêmement serré qu'il y a entre médias et technologie. Bon, le guide Michelin, ce qui est intéressant, certes, c'est l'exemple le plus emblématique. Il y a un business model, puisque au départ, le guide Michelin, il y en avait 3000, il était gratuit, il était distribué au moment de l'exposition universelle de 1900. Mais ce qu'il faut comprendre à travers l'exemple du guide Michelin, c'est qu'il est indispensable. Il est lié techniquement à la route. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une automobile, l'automobile est reliée à la route. Et donc, il a besoin de savoir où s'arrêter, où aller, comment faire, où changer ses pneus. Et donc, le fait de développer ce contenu, c'est pas juste une histoire opportuniste pour faire une deuxième source de revenus. C'est un complément technique indispensable pour bien utiliser ses pneus. Oui, mais là, tu touches vraiment quelque chose que je pense est vraiment essentiel, qui est vraiment la quintessence du plan de content stratégique, c'est-à-dire que double fonction, une fonction de générateur de business, c'est-à-dire qu'en fait, plus on a des opportunités de stimuler finalement la route, parce que c'est ça en fait, stimuler la route, donc l'utilisation des pneus, c'est 1, et 2, donc ça c'est le vrai business, mais le moyen de le faire, c'est-à-dire le moyen de communication pour le faire, donc le brand content, et lui-même a son propre business model. On est doublement gagnant, quoi. Alors, un petit exemple de branded entertainment, il n'y en a pas tant que ça, c'est les 2 opérations de H&M avec Beckham et Beyoncé. Je ne sais pas si vous les connaissez, il y en a un, donc c'est un clip. Ce qui est important dans ces opérations, c'est la bonne utilisation des personnalités. Trop souvent, les personnalités sont uniquement utilisées pour leur notoriété, comme des simples faire-valoir. Là, H&M propose à Beckham et à Beyoncé un espace d'expression, puisqu'ils peuvent créer des vêtements, créer des fictions, et donc c'est dans ce sens-là qu'on est vraiment stratégique. C'est quand on n'est pas juste dans du push de visibilité, mais que on donne matière à réagir et à créer. Un autre très bel exemple et très stratégique, c'est le cas de Nicorette. Donc Nicorette a fait une web TV dans plusieurs langues sur des témoignages d'anciens fumeurs qui expliquent comment ils ont réussi à se débarrasser du tabac. Donc la web TV s'appelle À bas le tabac. C'est totalement logique, parce que si vous voulez, quand vous consommez Nicorette, vous ne consommez pas juste une pastille, vous êtes dans une démarche d'arrêter de fumer. Et ce que réussit très bien à faire Nicorette, c'est à ne pas se limiter à son rôle de fournisseur de doses de substituts, c'est à embrasser un rôle beaucoup plus large, qui est le rôle d'accompagnateur dans le fait d'arrêter le tabac. Et on pourrait tout à fait imaginer demain que Nicorette développe du contenu sous forme de coaching, avec une newsletter quotidienne, avec une communauté d'entraide de gens qui vont arrêter le tabac. C'est totalement dans son rôle. C'est dans son rôle. Les applis et des applis de rappel, etc.
Johnson & Johnson, il faut savoir que Johnson & Johnson, et là on voit un atout clé, un atout clé des marques par rapport aux médias, c'est que quel est le média qui est présent dans 25 pays, dans je ne sais plus combien, une vingtaine de langues, sur une thématique donnée. Il n'y en a pas beaucoup. Johnson & Johnson, à la différence des médias consacrés aux bébés, qui sont tous différents d'un pays à l'autre, a l'atout de faire bénéficier ce contenu de tout son réseau. Et Pascal, il a un outil qu'il utilise volontiers, qui est le SWOT entre médias et marques. Si tu peux détailler. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte, déjà, moi, de mon expérience dans les multinationales en tant que directeur marketing, et après dans les médias, qu'en fait, contrairement à ce que les marques croient, elles ont énormément d'avantages concurrentiels par rapport aux médias, qui bien souvent ne produisent pas leur contenu, n'oublions pas, en tant que producteurs, en tant que distributeurs et en tant que promotionneurs, si j'ose dire, de leur contenu. Et donc le SWOT de marques comme producteurs et médias, ce que nous on fait, très souvent permet à la marque de réaliser en fait qu'elle a des atouts dont elle n'avait jamais considéré en brand content, et donc notamment d'utiliser des systèmes qui lui permettent d'être beaucoup plus rentable, voire bénéficiaire sur des opérations de brand content. Donc ça, c'est un outil absolument fantastique, puisque nous, on le fait tout le temps chez les médias, et on trouve très intéressant de le faire chez les marques, parce que c'est beaucoup plus varié, et surtout, on découvre des trucs fabuleux. Par exemple, il y a énormément de marques qui distribuent, qui donc ship des produits d'un côté à l'autre du monde, glisser à l'intérieur du shipment des éléments de brand content, par exemple, qui normalement sont très coûteux. Il faut savoir que Lagardère, ou etc., ou Hachette, quand ils bazardent des magazines à l'autre bout du monde, ça coûte une fortune. Là, vous avez un coût transport zéro, par exemple. Vous avez des points de vente dans le monde. Une marque qui a 1000, 2000, 3000 points de vente dans le monde, elle a 3000 points de vente exclusifs dans la musique, par exemple, d'un seul coup, ou dans la presse, ou dans des choses comme ça. Donc, elle peut avoir des franchisés qui préachètent son contenu. Donc, elle peut avoir un break-even, voire un profit garanti avant même d'avoir produit la chose. Donc, les médias ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas ce truc-là. C'est très rare qu'ils aient des abonnés tels que... Bon. Donc, ça, c'est très intéressant. On appelle ça donc, le SWOT de marque comme média, et c'est un outil tout à fait extraordinaire. On l'a vu tout à l'heure avec Caisse d'Épargne. Caisse d'Épargne a vraiment utilisé tous ses atouts pour, on imagine, pour remplir les salles, pour... animer son réseau et pour fédérer des tas de salles qui avant n'étaient pas fédérées, pour animer des talents, enfin plein de choses que n'ont pas les organisateurs de tournées. Donc ils ont des cartes à jouer. Alors on continue avec quelques cas un peu stratégiques. Toujours dans les observatoires, L'Oréal a un site sur les salons de coiffure qui est une source d'inspiration pour les coiffeurs du monde entier. Donc nous, on a eu l'occasion de l'alimenter avec des cahiers de tendance sur les différentes tendances des salons de coiffure eux-mêmes. Voilà, c'est un moyen d'animer la communauté des coiffeurs du monde entier. Bon, Yves Rocher a fait évidemment une web TV et toute une série de productions sur le conseil maquillage. Moins connu, le cas de Pantone. Parce que Pantone, certes, leur métier de base, c'est les références en matière de couleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont développé plein de choses à partir de là, notamment une application payante qui coûte assez cher, je ne sais plus combien, mais c'est de l'ordre de 10 € par mois, qui est une application sur les tendances dans l'utilisation des couleurs. Tu veux dire quelque chose ? Bon, et puis après, ils se sont amusés à regarder les tenues de la reine d'Angleterre et à le faire. Donc, vous voyez, quand on devient l'expert de la couleur, quand on ne devient pas juste le fournisseur de références Pantone, mais qu'on devient l'expert de la couleur, le champ de visibilité et d'expression devient colossal. Il faut savoir qu'il y a un hôtel Pantone à Bruxelles où tous les étages sont différents, toutes les chambres utilisent des couleurs. Alors là, ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas Pantone qui a créé l'hôtel, c'est l'hôtel qui est allé chercher Pantone et qui a obtenu le droit d'utiliser son univers. C'est-à-dire qu'on a bien l'idée que les marques ont des univers culturels, donc ils ont des pratiques, ils ont des univers culturels, et que ces univers culturels intéressent des acteurs qui sont à la recherche d'animation, d'enchantement pour leur lieu. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est que Pantone, là où ils sont très malins, c'est que donc, du coup, ils ont utilisé ça comme une licence. C'est-à-dire que dans le mobilier, dans les choses comme ça, même il y a des parfums qui sont lancés avec un numéro de Pantone, par exemple. Chez Gap, on avait lancé un parfum qui a eu un grand succès, qui était juste le numéro du Pantone de la couleur
de la bouteille, je crois. Donc, On paye- en on tant paye que des royalties à- marque agent culturel, vous imaginez une marque qui s'approprie tout simplement la palette des couleurs et qui fait avec tout ce qu'elle veut. Elle peut faire demain le média de la couleur, l'exposition de la couleur. Enfin, tout devient à eux parce qu'ils sont sortis d'un rôle tout bête de fournisseur de références Mais Pantone. là, tu touches quelque chose de vraiment important dans la stratégie des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, Pantone, c'est une marque qui serait devenue obsolète et qui serait morte de sa belle mort, comme Kodak, par exemple. Ce qui est intéressant dans le rôle moteur et générateur chez moi de brand content, c'est aussi générateur d'innovation dans l'entreprise, s'il est vraiment stratégique. Et là, on a vraiment un exemple, puisque finalement, le business model classique ne fonctionnerait plus, et elle en a inventé des nouveaux, et payants en plus, qui permettent à l'entreprise non seulement de survivre, mais de survivre extrêmement bien. Bon, IBM, c'est un modèle de brand content parce qu'ils ont choisi cette thématique de l'intelligence des réseaux depuis maintenant 5 ans, Smarter Planet, et cette thématique, ils l'ont déclinée, Smarter City, Smarter Commerce, et ils ont réussi à vraiment accaparer le territoire. On peut citer Castorama, parce qu'on cite beaucoup Leroy Merlin quand on parle de bricolage, mais Castorama, ils ont réussi à s'approprier la pédagogie du bricolage. Ils ont commencé avec un bouquin qui s'appelle Lancez-vous. Ce bouquin, il a été fait avec tous les partenaires qui alimentent les rayons de Castorama. C'est-à-dire que les différentes rubriques étaient prises en charge par les partenaires. C'est pas Castorama qui a écrit. Ils ont rassemblé tout ça, ils ont fait un boulot de curation, et puis à partir de là, ils ont complété avec une appli, et maintenant ils en sont à une communauté d'entraide et d'échange de temps. Là, c'est intéressant aussi, parce que si parmi vous, il y en a qui ont dû payer à prix fort, comme toujours, pour être distribué dans un multimarque, pour que votre marque soit distribuée dans le multimarque, et vous faites acheter une pub finalement à prix hors de prix dans un catalogue du distributeur, ce qui est intéressant là, c'est que vous vous réconciliez finalement, vous réenchantez aussi votre relation avec l'ensemble de vos marques dans votre réseau de distribution. C'est-à-dire qu'au lieu de payer bêtement, surpayer évidemment, juste leur présence dans le cadre des négociations, elles ont une vraie mise en valeur de leur savoir-faire. Alors, on va terminer avec 2 derniers exemples de brand content stratégique. Picard. Picard est sans doute autour de la gastronomie du surgelé, a développé des contenus à la fois gratuits et payants. L'enjeu pour Picard, c'est de ne pas être perçu uniquement comme quelqu'un qui fournit de la nourriture facile à accommoder. Et puis, le problème de base, c'est qu'on a toujours les mêmes fraises, les mêmes framboises Picard ou la même tranche de sol. Et qu'il faut montrer que c'est pas une activité routinière et que bien au contraire, ces tranches de sol sont interprétables de plein de manières différentes. Et donc, ils ont fait un bouquin qui s'appelle Mon cahier de recettes Picard, où ils ont demandé à 4 chefs, ou 4 cuisiniers, pas que des chefs, de donner chacun leur vision de chacun des ingrédients. Et donc, cette démultiplication est tout à fait inspirante et valorisante pour les utilisateurs des ingrédients Picard. Oui, alors là, bon, c'est un cas que j'ai vécu personnellement. Donc, on a démarré par des campagnes de publicité que vous avez connues, pour ceux qui sont un peu plus âgés, qui étaient en fait du brand content lui-même, puisque finalement, c'était pas des textes fermés, c'était des textes ouverts sur lesquels les gens réactionnaient, en bien ou en mal d'ailleurs, et ça générait donc un hypertexte actif dans le monde entier. Et bien, du fait qu'on était dans un mode de discussion ouvert, on s'est dit c'est intéressant de développer, d'étendre cela finalement à des supports plus riche, disons, que la publicité, qui surtout nous, on n'avait pas de texte. Et donc, on a inventé le magazine Colors, que je n'ai pas mis. Ah si, là, moi, je l'ai mis. Donc, dès le départ, on a voulu que ce soit payant. On a pris les meilleurs éditeurs du monde, donc Tibor Kalman, Toscani comme directeur artistique. On a pris des équipes dans 50 pays dans le monde de contributeurs. Donc, vraiment, comme l'aurait pu le faire un grand groupe média qui voulait faire un média international sur le monde vu, pas de façon ethnocentrique, mais multicentrique. Sur des grands thèmes de société dans le monde entier. Et alors, directement, au début, on s'est dit, on aura, les franchisés nous en prenaient 50 par magasin, donc ça faisait 6 000 magasins, ça faisait 300 000 copies, on avait un break-even à 250 000. Ils nous ont redemandé, on arrivait jusqu'à 1 300 000 copies vendues dans le monde, parce que les kiosques nous les ont pris aussi, etc., donc dans plus de 60 pays dans le monde, 5 versions bilingues. Après, donc, il y a eu le site Colors. Après, il y a eu Fabrica, premier monument fait par Tadao Ando en Europe, quand même. C'est important. Et à partir de là, donc, des jeunes du monde entier qui sont venus
payé par la marque et qui aujourd'hui crée un réseau d'artistes dans le monde entier pour la marque et qui est Fabrica, donc qui est maintenant aussi un prestataire de services pour énormément de marques, d'organismes et même d'États d'ailleurs. Donc là encore, avec des exemples comme Colors Music où David Byrne et Peter Gabriel participaient. Enfin, il faut voir aussi que ce qui est intéressant de ces exemples-là, c'est que quand vous faites quelque chose de très osé, très fort, vous attirez. Il y a un pouvoir d'attraction de la marque incroyable. Par exemple, des gens comme Jeff Koons, Barbara Kruger, etc., travaillaient gratuitement. Les gens n'arrivent pas à imaginer gratuitement. Ils venaient nous voir, on veut faire quelque chose avec vous. Voilà. Et de ce coup, on pouvait faire des opérations triangulaires, par exemple avec Süddeutsche Zeitung, donc par exemple en couverture et 20 pages avec Jenny Holzer et Benetton, gratuitement. Mais c'était des vraies opérations artistiques. Je veux dire, par exemple sur la guerre yougoslave, avec des vraies opérations d'impact où il y avait 50 000 des abonnés chez Süddeutsche Zeitung, mais en même temps, ça positionnait aussi le titre. Donc c'était du courage partagé avec d'autres partenaires. Voilà. Donc ça, on était encore dans le système d'Other People's Money, mais c'est pas gratuit Other People's Money. Il faut faire des trucs forts, des trucs qui en valent la peine, sinon les gens ne marchent pas dans l'association. Autre exemple, il y a eu des campagnes en Suède de tous les flancs de bus suédois pendant un mois gratuitement offerts par l'État suédois à la marque, des choses comme ça. Donc ça, on sort complètement de la norme habituelle de communication. Juste une chose derrière, il y a eu jusqu'à 20 expositions dans des musées qui demandaient à la marque, et en payant l'exposition, de faire des expositions sur le monde de Colors et de Benetton. Il y a eu quelque chose il y a 2 ans à Beaubourg, il y avait un étage entier sur Colors, par exemple. Voilà, on a fini. Alors comme il est juste l'heure, je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions, mais tant qu'on n'est pas viré de la salle, on est prêt à échanger avec vous. Et en tout cas, on vous remercie pour votre attention pour cet après-midi qui, de mon point de vue, était passionnante. Alors, des questions sur le brand content stratégique. Oui. Ah oui, il y a des applis mobiles de brand content. Il y en a une assez sympathique dont on a parlé il y a moins de 15 jours dans le blog, qui est une application Barilla que vous pouvez utiliser en parallèle de la cuisine et qui vous permet de vraiment calculer la bonne cuisson des pâtes. C'est presque de la cuisine augmentée. Bon. Oui, effectivement, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure que le mobile devient le média clé, plus proche de l'utilisateur, soit le mobile fait partie des dispositifs, évidemment, soit il peut même être au cœur du dispositif. Par exemple, quand on parle d'une marque, par exemple, qui serait très axée sur les nomades, aurait intérêt à développer des opérations de brand content axées sur le mobile, effectivement, qu'elles soient tutoriales, informatives, etc. Oui, absolument. Oui. D'autres questions ? Sur les business models, sur le... Je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression de sentir ce que c'est que le brand content stratégique ? Merci. Bonsoir. Donc, c'est pas vraiment une question que je voulais vous poser, surtout à vous, Monsieur Beau. Par rapport à certaines choses que vous avez dit dans votre première présentation en début d'après-midi et que vous avez repris maintenant, s'agissant de la cohérence en fait des différents moyens d'expression des marques et sur les différents médias sur lesquels elles s'expriment et également les moyens d'expression non médias. En fait, j'ai une remarque par rapport à parfois certaines marques qui ne font pas justement cette cohérence entre leur expression média et leur expression hors média. Vous avez cité tout à l'heure Nespresso, vous avez également cité Red Bull. On voit Nespresso qui... alors, ça dépend sur quel média. Par exemple, sur les médias presse où ils ont une manière de s'exprimer très premium et... par rapport à cela, une manière de s'exprimer, par exemple, en TV qui n'a rien à voir et qui est vraiment, mais presque antinomique, qui est vraiment presque en opposition, en fait. Enfin, il faut effectivement trouver un équilibre.
Par exemple, moi j'ai eu l'occasion de travailler pour Citadium. Citadium, ils ont volontairement, quand ils communiquent en RP, des expressions très haut de gamme. Parce qu'ils veulent tirer vers le haut, montrer que c'est une marque très tendance, et quand ils sont dans le magasin, ils sont plus. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas chercher à aligner strictement et aveuglément tous les signes, parce que sinon on tue toute créativité, on fait du branding. Mais il ne faut pas non plus tomber dans des expressions trop dispersées, parce que là, on n'arrive plus à savoir où on habite. Mais Pascal a un complément à apporter sur Nespresso. Oui, alors sur Nespresso, donc, avec qui on a travaillé pas mal, là c'est un peu différent. Là, vous êtes dans le cas de la grosse multinationale, où il y a des départements différents, avec des différentes qui travaillent sur différents aspects du business. Donc ça pose le problème de l'unité systémique, la fameuse approche holistique de la marque, à ne pas négliger. En fait, le brand content, pour moi, c'est avant tout un problème bizarrement de management. Et on passe pas mal de temps à parler du management du brand content stratégique, d'ailleurs, puisque en fait, ça peut pas être managé par... Enfin, nous, on pense que ça peut pas être managé complètement par le marketing, puisqu'il y a des implications sales, il y a des implications point de vente, des implications sourcing, des implications management, et que ce sont des domaines qui dépendent pas du marketing, malheureusement. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre du Chief Brand Content, ou du Chief Brand Officer, ou bien du CEO, en fait. Donc, pour revenir à Nespresso, il y a plein d'aspects de Nespresso qui n'ont pas été traités, tout simplement parce qu'on ne savait pas si ça devait être traité par le responsable, par exemple, de la relation client, le responsable du digital, le responsable du marketing, le responsable, etc. Et par exemple, pour citer un potentiel brand content qui n'a pas du tout été exploité chez Nespresso et qui leur pose un vrai problème stratégique, c'est les pastilles. C'est-à-dire, comment vous faites aujourd'hui? Les consommateurs ne font pas la différence en fait, entre les pastilles. En blind test, ils ne savent absolument pas reconnaître les pastilles. Donc, ça ne vous permet pas, par exemple, de segmenter des pastilles. Vous ne pouvez pas faire des entry price dans la grande distribution de pastilles Nespresso et puis faire un système sélectif par ailleurs. Vous ne pouvez pas faire du Ralph Lauren avec les pastilles Nespresso. Pourquoi? Parce que le consommateur est incapable. Il aime bien le goût Nespresso, mais il est incapable de faire des nuances à l'intérieur des pastilles. Donc ça, c'est un problème stratégique. Or, c'est un problème stratégique qui était qu'on pouvait régler à travers du brand content, notamment du clever content ou bien du tutoriel de goût, par exemple, comme a pu le faire le nez du vin, par exemple, sur le vin. Voilà. Donc il n'y a pas eu l'équivalent, et aujourd'hui c'est un problème stratégique. Donc on voit comment ne pas prendre en compte justement des éléments finalement relationnels essentiels qui ne sont pas traitables par la pub ou par les systèmes traditionnels de communication peuvent devenir des problèmes stratégiques par un problème de segmentation finalement des problématiques dans l'entreprise. Absolument. Oui. Voilà. Bah, par exemple, pour situer ça, donc moi, il m'est arrivé d'être Chief Brand Officer chez T-Mobile, au moment où l'entreprise est passée d'être allemande, d'une entreprise d'État allemande pratiquement, à une entreprise multinationale concurrente de Vodafone. Et le choc culturel était monstrueux, comme vous avez pu, France Télécom l'a fait un peu, mais un peu plus lentement. C'était absolument considérable. Et il a fallu faire plus de 400 séminaires dans l'ensemble de l'entreprise, sur tous les aspects du business, absolument tous les aspects du business. Donc, ce n'était pas que du marketing. Et il y avait un CMO donc, chez T-Mobile, international, mais donc moi, en tant que Chief Brand Officer, c'était ma mission de repositionner la marque et d'implanter tous ces éléments dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise. C'est toujours un exemple amusant, mais de dysfonctionnement systémique, alors que l'entreprise chez Benetton, on investissait des millions et des millions à être écologique, à faire gaffe à tout, etc. Puis un jour, il y a un journaliste anglais qui débarque à Trévise, et il y avait un type responsable des garages, qui était souterrain en plus, donc écologique, qui avait eu des crottes de pigeons sur une des voitures, et il prend un flingue et il tue les pigeons. Et le journaliste est là, il voit ça, il se dit... Voilà, il a fait tout un truc sur l'entreprise qui est faussement écologique, etc. Parce qu'un crétin tire un flingue, tire un pigeon qui avait fait caca sur la voiture. Quoi. Donc, le type, c'est notre faute. Il aurait dû savoir qu'il était dans une entreprise écologique et on ne dégomme pas les pigeons. D'autres questions? Bon. Très bien, ben voilà. En tout cas, sachez qu'il y a des livres blancs bientôt disponibles. Merci pour tout et à bientôt. Ouais.